Depuis l'aube des temps, l'homme s'est servi des dons des animaux. Fasciné par leur rapidité, leur vue ou leur puissance, il s'est approprié leurs talents en les apprivoisant. Une surprenante alliance est née. Elle s'est répétée partout dans le monde, à toutes les époques et avec différents animaux. Mais comment cette histoire a-t-elle commencé? Voici le récit de cette incroyable aventure, éclairée par le regard d'un homme passionné. Boris Cyrulnik est un homme de science. Éthologue et neuropsychiatre, son étude des comportements s'inspire du monde animal pour mieux comprendre celui des hommes. Le comportement et le langage des goélands ont toujours été pour lui une grande source d'inspiration. Voilà, tiens, il y a même un qui vient nous voir. Il a ralenti et il regarde sur le côté. Alors là, il est venu voir ce qui se passait, qu'est-ce qu'on lui racontait, parce que il trouve que j'ai un accent trop parisien. Les cris, en fait, c'est un véritable langage, c'est-à-dire qu'ils ne crient pas au hasard, et il y a un code de cri qui transporte une forme d'information. Par exemple, vous avez le cri d'appel, c'est ça, c'est il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Et puis quand il y a une émotion, j'ai vu quelqu'un, alors là c'est oh là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est alors ça c'est intéressant là. Tiens, ils répondent là. Et puis quand ils sont au sommet d'un mât ou au sommet d'un piton rocheux, quand ils ont chassé un rival, quand ils ont bien mangé, alors à ce moment-là, ils poussent un cri de triomphe, c'est regardez les mecs, je suis le plus fort, je suis bien, c'est moi qui ai le plus beau point de vue. Le point de vue est important. Par exemple, ceux qui se mettent en haut, c'est les dominants. Et généralement, ils chassent ceux qui se mettent au-dessous. Qui va chasser celui qui se met au-dessous, qui va chasser, comme chez les hommes, quoi. Ce qui compte, c'est de prendre la place des autres. Ce qui nous fascine le plus chez les oiseaux, c'est que eux, ils réalisent un rêve que nous, on a du mal à réaliser. Ils volent. On se fascine mutuellement. Les hommes sont fascinés par les animaux, ces êtres étranges qui ont des pouvoirs qu'on n'a pas. Et les animaux sont fascinés par les hommes, ces êtres étranges qui ont des pouvoirs, dont celui de la parole, qu'ils n'ont pas. L'homme est un explorateur, donc il explore tout, les continents inconnus et les animaux inconnus. Et ce n'est qu'ensuite qu'il découvre comment il peut les domestiquer et éventuellement les utiliser. Lorsqu'il voit un animal avoir un comportement ou manifester un cri, il cherche à le manipuler. Il cherche à le répéter, à l'analyser pour le comprendre et s'en servir. La première domestication est apparue probablement il y a 12 000 ans, quand les loups et les hommes se sont domestiqués mutuellement.
Les loups ont été fascinés par ce qu'on était à cette époque-là, c'est-à-dire nos odeurs, nos feux, nos déchets surtout. Et nous, on a été fascinés par leur technique de chasse, qui probablement, dès cette époque, nous ont fait penser qu'on pouvait s'associer et se spécialiser pour faire comme eux la chasse. Dès le début, quand ils se mettaient à hurler ou au contraire quand ils faisaient silence, ça faisait alerte pour nous et on s'est rendu compte que peut-être il pouvait y avoir un contrat de coexistence qui à cette époque-là était encore pacifique. Et une fois que les hommes et les loups se sont côtoyés, probablement une mère loup a été tuée et des hommes ont recueilli des louveteaux et les ont confiés aux femmes qui s'en sont occupées et peut-être même qui les ont allaités, comme ça se fait encore aujourd'hui dans un grand nombre de cultures où des cochons ou des chiens sont allaités par des femmes. Et c'est comme ça que, probablement, de génération en génération, l'homme est parvenu à transformer le loup en chien. Au Moyen-Orient, le sloughi est depuis des millénaires un allié pour la chasse. Il est parmi les plus rapides des chiens et à la course, aucun gibier ne peut le distancer. Les hommes ont pris modèle sur les techniques de chasse des loups, c'est-à-dire que les loups les plus rapides collent au train du gibier et les loups les plus lourds partent latéralement. Et le gibier fait des contre-pieds et c'est comme ça qu'il se jette lui-même dans la gueule du loup lent mais lourd qui arrive à le saisir, l'immobiliser en attendant que les autres loups arrivent. Et ça a probablement donné aux hommes l'idée de s'associer et de se différencier, c'est-à-dire de se spécialiser pour mettre au point des techniques de chasse sociales. Et cette chasse a pour fonction de hiérarchiser les hommes, parce qu'autour de la chasse, il y a la spécialisation, comme les loups nous ont appris à le faire. Toi, tu pars par là, tu rabats, moi, je me mets à l'affût, toi, tu montes le cheval, toi, tu excites le chien. Et la coordination des chasseurs organise un rituel de la chasse. Ensuite, lors du partage du gibier, les morceaux de viande sont répartis en fonction du statut social. Et la chasse est probablement à l'origine des fondements de la société. Dès l'instant où les hommes ont réussi à transformer les loups en chiens, ils les ont spécialisés, certains pour la course, d'autres pour l'arrêt, en fonction de leurs aptitudes biologiques. Les hommes ont compris que l'émotion du chien est telle quand il perçoit un gibier qu'il se tétanise. Et la tétanie du chien est utilisée par l'homme pour indiquer l'endroit du gibier. Le cheval a été domestiqué bien après le chien, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Ukraine. Et probablement les hommes, au début, ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire de ces animaux très beaux. Et avec l'aide des chiens, ils les ont chassés dans des enclos, de façon à pouvoir les manger d'abord. C'est plus tard seulement qu'ils ont découvert qu'on pouvait en faire des êtres extraordinaires, qu'on pouvait les monter et se servir de leur force. Mais comment ont fait les premiers hommes pour penser
qu'on pouvait monter sur le dos d'un cheval. C'était pas évident. Les premiers, probablement, d'après les dessins, ont sauté sur la croupe du cheval, donc ils n'ont pas dû tenir longtemps. Mais ensuite, il a fallu, d'expérience en expérience, découvrir comment on pouvait s'accrocher à son cou, et puis ensuite inventer les étriers, puis ensuite inventer la selle, et puis ensuite inventer tout le harnachement qui nous permet de monter. Et ils ont été domestiqués parce que la manière dont on cultivait les intéressait, ils venaient piller nos récoltes. Et à ce moment-là, on a pu les mettre dans des enclos. Et dès l'instant où on a pu côtoyer les chevaux, la culture, la civilisation humaine a complètement changé. Et quand l'étrier a été inventé, l'espace de l'homme a complètement changé. Puisque à ce moment-là, les Mongols, qui étaient maigres comme tout, ont pu renverser les gros Européens qui, eux, n'avaient pas inventé l'étrier et étaient faciles à bousculer. D'autres animaux se sont intéressés à l'homme parce que on était des friandises pour eux. Notre corps était des friandises pour eux. C'est-à-dire que les rennes, par exemple, qui ont énormément besoin de sel, ont considéré nos urines, et particulièrement l'urée, comme un sel dont ils sont toujours très friands. Les Tsatanes vivent avec les rennes dans l'une des régions les plus froides du monde. Ils se nourrissent de leur lait, de leur viande et se couvrent de leur fourrure. Les rennes se nourrissent de lichens, de mousse et de champignons. Mais dans ces montagnes, les sols sont appauvris par le gel et les animaux manquent de sel nécessaire à leur bonne santé. Les hommes sont là pour leur en apporter. Les rennes et les hommes se sont intéressés très tôt. Il y a 20 000 ans, les hommes ont profité de cette attraction, ils se sont servis d'eux-mêmes comme des friandises pour attirer les rennes, et une fois que les rennes ont été familiarisées à l'homme, les hommes se sont dit on va voir maintenant ce qu'on peut en tirer, et ça a donné le départ de la civilisation du renne. Il fallait utiliser leur graisse, les épines osseuses pour faire de la couture à partir de leur peau, casser les cailloux et les os pour racler les peaux de façon à en faire des vêtements. Donc chaque élément du renne était utilisé pour faire un outil pour la civilisation du renne. Les hommes de cette époque ont été obligés de s'adapter aux rennes et même au comportement, à la biologie du renne, puisque les rennes, eux, étaient obligés de migrer, de se déplacer pour s'adapter à la recherche de nourriture. Mais il fallait les suivre parce que les rennes ne savent pas vivre en étable, ils ne savent pas vivre de manière fixe comme les ruminants. Donc ça a donné une civilisation adaptée à ce qu'étaient les rennes, une civilisation de nomades.
espèces nous ont invités au nomadisme. Alors bien sûr, on prend toujours l'exemple du renne parce qu'on le voit encore aujourd'hui, mais c'est aussi l'exemple des lamas, c'est l'exemple des chameaux qui ont des contraintes biologiques à occuper un grand espace. Et les hommes, en les suivant, sont donc devenus adaptés à ces animaux, donc nomades. L'animal participe à la construction de nos civilisations autant que les hommes. Nous, on croit qu'on leur impose nos constructions mentales parce qu'on croit qu'on veut devenir civilisé, et en fait, on s'adapte à ce que sont les animaux. Quand des animaux étaient contraints à la migration, les hommes les ont suivis et ont adapté leur civilisation à cette manière d'être des animaux. Alors que d'autres animaux étaient plus faciles à sédentariser parce que biologiquement ils ont des comportements plus paisibles et ça induit deux types de civilisations totalement différentes. L'avantage des ruminants, c'est qu'ils ont deux poches gastriques. Une première pour avaler l'herbe, ils se couchent, ils mâchent, ils ruminent, et ils renvoient dans la deuxième poche qui leur permet de digérer. Donc ça les rend beaucoup plus stables. Et cette stabilité nous a permis de nous adapter à eux en inventant l'agriculture, les enclos et les étables. Et dès l'instant où on a pu inventer avec eux une civilisation, la vie humaine s'est complètement transformée. On a cessé d'être des chasseurs-cueilleurs pour devenir des agriculteurs, avec la propriété, tout ce qu'elle a de maléfique, c'est-à-dire la défense du territoire et la guerre, et tout ce qu'elle a de bénéfique, c'est-à-dire la diminution de la mort des enfants et la prolongation de notre espérance de vie. Le principal avantage que les ruminants, avec leur force physique, ont apporté aux hommes, c'est de porter des charges et de tirer des socs de charrues. Et dès l'instant où ils nous ont permis d'enfoncer un soc dans la terre pour y planter des graines, l'agriculture était inventée et la civilisation moderne pouvait naître. Deux tribus sont arrivées dans ces montagnes il y a 2000 ans. Les Yi fuyaient le Sichuan, ils savaient cultiver le riz. Les Han venaient du Tibet, ils connaissaient la montagne. Pour survivre, les deux peuples se sont alliés et ont inventé la culture du riz en terrasse. On les appelle les sculpteurs de montagne. Chaque année, les deux peuples se rassemblent et sculptent une nouvelle montagne ensemble. L'homme s'est créé un autre poids en ayant à s'occuper de la civilisation qu'il a inventée, c'est-à-dire en ayant à s'occuper de ces animaux qu'il avait domestiqués et en ayant à s'occuper de la construction des étables et des maisons qu'il a inventées grâce à eux. On paye cette domestication, c'est-à-dire qu'on perd de la liberté en gagnant du confort. Et certains prétendent que ce n'est pas toujours une bonne affaire. Par la suite, l'homme a essayé de domestiquer tous les animaux, mais tous n'étaient pas aussi dociles, et il a dû inventer des stratégies adaptées à chaque animal. Pour apprivoiser l'aigle qu'il a capturé, l'homme doit le soumettre. Pendant des jours, il l'empêche de dormir et de se nourrir. Quand la volonté de l'oiseau est brisée, l'homme lui apprend à vivre sous sa dépendance
et à chasser à ses côtés. Bientôt, l'homme et l'oiseau pourront se parler. Communiquer avec les animaux est un rêve qui habite les hommes depuis la nuit des temps. Mais comment l'homme et l'animal parviennent-ils à se comprendre ? La communication entre toutes les espèces se fait par le canal sensoriel. Pour un aigle royal, la bulle sensorielle est probablement composée par la vue et par l'empreinte de l'attachement. L'oiseau s'attache à l'homme et l'homme découvre rapidement de quoi est capable l'oiseau. Il n'a pu le dresser qu'en comprenant ce qui se passait dans le monde de l'aigle. Il l'a dressé par la contrainte, en lui imposant son désir, en utilisant ce qu'étaient les capacités sensorielles de l'aigle. Moi, ce qui me stupéfie, c'est comment ils ont pu découvrir cette passerelle de mode d'entrée dans le monde mental de l'aigle. Parce que là, ça marche. Grâce à l'attachement, une alliance est née et les hommes et les animaux ont pu communiquer. Le toucher est probablement le mode de communication primitif qui concerne tous les mammifères, nous y compris. C'est-à-dire que quand on touche un animal, pratiquement, on lui capture sa conscience animale. L'autre avantage du toucher, c'est que ça tisse le lien. Toiletter un animal, c'est pratiquement faire acte de paix avec lui. Et il le sent très bien. Dès l'instant où un homme nous gratte, ou nous soigne, ou nous lave, l'animal s'en rend très très bien compte et ça participe au développement de l'attachement. Nous, dans un monde humain, on appelle ça caresse. Mais dans un monde de singes, lorsque deux singes se toilettent, en fait, ils travaillent à développer leur amitié. Affectivement, ils comprennent, ils sentent que quelqu'un qui s'occupe d'eux, c'est quelqu'un qui leur veut du bien. C'est donc un acte très relationnel et c'est même un acte très social, c'est pas seulement un acte d'hygiène. Ici, les hommes ont réussi à domestiquer les éléphants. Ce sont les cornacs. Ils restent toute leur vie auprès du même éléphant. Pour nettoyer un éléphant, il faut beaucoup travailler, mais on voit aussi que l'éléphant comprend que les humains s'occupent de lui, il se laisse faire totalement. Il a les yeux fermés, sûrement il comprend qu'on s'occupe de lui. C'est vrai que ça tisse le lien entre l'éléphant et l'homme, c'est vrai que l'éléphant probablement doit se sentir bien après, mais c'est pas une liberté pour l'homme, c'est une contrainte supplémentaire, parce que les croûtes de boue protègent souvent contre les parasitoses, donc ça implique de s'en occuper encore plus.
Moi, je pense qu'il y a une transmission de pensée entre les hommes et les animaux. Mais ce n'est pas du spiritisme, ce n'est pas de la magie. Au contraire, même c'est de la matérialité de la communication. C'est-à-dire que l'idée que je me fais de lui provoque en moi une émotion. Et cette émotion s'exprime par mes mimiques, par mes gestes, probablement aussi par d'autres canaux sensoriels qui m'échappent. Mais lui, il les perçoit très bien et il y répond. Quand les êtres humains vivaient dans des sociétés fondées sur des rapports de force, on pensait que l'unique moyen de dresser un animal, c'était de le dominer par la force. Et maintenant qu'on comprend mieux les mondes mentaux des animaux, on se rend compte qu'en fait, il faut mieux les comprendre pour les dresser. Et que la technique de dressage, c'est le côtoiement et surtout l'imprégnation. Zongman est pêcheur. En fait, ces cormorans pêchent pour lui. Il leur a appris à rapporter le poisson. Dans son pays, c'est une tradition millénaire. Pour se faire obéir des oiseaux, le pêcheur utilise une technique particulière, l'imprégnation. Chaque année, il élève une nichée de cormorans. Il retire d'abord les œufs du nid dès qu'ils sont pondus. Ensuite, il les confie à une poule pendant quelques semaines. Et au moment où il sent que l'oisillon va sortir, il met l'œuf dans une couveuse car il doit assister à sa naissance. L'imprégnation, c'est un mécanisme d'attachement qui concerne tous les êtres vivants. Ça consiste à un moment sensible de son développement, à s'attacher à tout autre être vivant qui passe dans notre champ visuel à ce moment-là. Si on est un oisillon, on s'attache à sa mère, mais on peut s'attacher à un homme ou à un tracteur. Lorsqu'on est un oiseau, on a une période d'empreinte qui est très précise, 3 heures. En assistant à l'éclosion du cormoran, ce pêcheur marque son empreinte dans le psychisme du cormoran et il devient une super-mère. Donc le cormoran s'attache à cet homme-là et le suivra et sera familier avec cet homme et acceptera tout de cet homme. Si on prend un chamelier avec un bébé chameau, l'empreinte est probablement plus longue. C'est-à-dire que ce n'est pas quelques heures après la naissance qui va attacher le chameau à l'homme, c'est les soins que l'homme va donner à ce petit chameau pendant probablement plusieurs semaines. Et à ce moment-là, l'homme prendra une fonction de deuxième mère et le chameau sera imprégné à l'homme comme il sera imprégné à sa mère et il pourra s'attacher et suivre les deux. La chamelle se laisse faire, mais ce qui est étonnant, c'est de voir comment cet homme est devenu obstétricien de chamelle. C'est-à-dire qu'il sait exactement les gestes qu'il doit faire pour sortir doucement le petit chameau. Il a compris, il a senti qu'il y avait des méthodes brutales qui auraient abîmé la chamelle ou qui auraient tué le petit. Quand ils voient le jour, les chameaux nouveau-nés sont chancelants. Ils n'ont pas assez de force pour se mettre debout et se nourrir.
Et là, il a compris qu'il fallait mener le petit à la mamelle qui, sans aucun apprentissage, saura comment faire pour téter dans la minute qui suit sa naissance. Le moment de la naissance, c'est quand même un moment émotionnellement particulièrement intense et on sait que la mémoire est fortement liée à l'émotion. C'est-à-dire que si on assiste à la naissance d'un petit et si on en éprouve de l'émotion, on crée le premier nœud de l'attachement. Le chamelier, ayant assisté à la naissance du chameau, sentira tout ce que sent l'animal, ses plaisirs ou ses faiblesses, mieux que tout autre parce qu'il est imprégné au chameau. Lorsqu'on est un oiseau, on a une période d'empreinte qui est très précise, critique, 3 heures. Mais quand on est un mammifère supérieur, ça dure quelques semaines. Quand on est un primate non humain, un singe, ça dure quelques mois. Et quand on est un humain, on peut s'attacher toute sa vie. Mais quand on est enfant, l'attachement s'imprègne plus fortement dans la mémoire. Le langage humain pour un singe est un objet étrange. D'abord, c'est avant tout une relation affective. Les singes perçoivent ce qui est signifié, puisque quand ils entendent un mot humain, ils regardent directement dans la direction indiquée par le mot, et non pas celui qui parle ou celui qui crie. Et la voix humaine, pour eux, est un objet musical. C'est-à-dire que si on se fâche, ils comprennent très très bien. Ou au contraire, si on a une voix qui les invite, ils comprennent aussi qu'on les invite. Mais ils ne comprennent pas le contenu de la voix, c'est-à-dire que l'aspect linguistique, ils ne le comprennent pas. Le singe a compris que la bouche est un organe privilégié par les hommes. Et les chats font la même chose. Les chats dans un monde interchat miaulent très peu. Mais dès qu'un chat rentre dans un monde humain, il se met à miauler et il a compris dans son monde de chat que nous, on aime ce mode de communication et il essaye de communiquer avec nous comme ça. Les Moana ont choisi de vivre au milieu des oiseaux. Ils les capturent pour décorer leur village et font avec eux ce qu'ils appellent des jardins d'oiseaux. Et chacun veut évidemment avoir le plus bel oiseau dans son jardin. Le pélican est le plus convoité des oiseaux. À la famille qui le possède, il apporte l'honneur et la prospérité.
Les Moana admirent les oiseaux pour leur grâce et leur beauté. Au cours des siècles, ils ont appris leur langage. Et chaque année, pour mesurer leur talent d'imitation, ils organisent un duel. À l'origine du langage, on a imité certains cris des animaux pour en faire un code de communication. Ces Moana qui vivent dans un monde d'oiseaux ont très rapidement appris les signaux qui permettent aux oiseaux de communiquer entre eux. Nos bébés, dans un premier temps, ont ce style de communication. Ils expriment la gaieté, le désespoir, la tristesse, et là, ils sont proches de ce langage animal. Quand un enfant commence à parler, quelle que soit sa culture, il dit « maman, papa, wawa ». Ce qui signifie que dès que leur monde se met en place, les animaux déjà les marquent fortement. Dès les premiers mois de notre vie, les animaux deviennent des événements intenses, presque magiques. C'est vrai que les animaux ont un très grand pouvoir apaisant. Dès l'instant où on s'occupe d'eux, eux se sentent parfois mieux, mais ça dépend comment on s'en occupe, mais nous on se sent beaucoup mieux. Donc ça explique aussi peut-être pourquoi on a eu envie de les domestiquer, c'est qu'entre nous on est très ambivalents. On s'aime et on se dispute facilement. Alors qu'avec les animaux, c'est beaucoup plus clair. Si on a peur l'un de l'autre, on se fuit. Et si on s'aime, on peut s'aimer de manière très pure. Les Kazakhs ont une admiration sans limite pour l'aigle royal. Depuis 4000 ans, ils ont appris à le dompter et à se servir des talents de chasseur du roi des oiseaux. La connaissance que les chasseurs ont des animaux est une connaissance utile. Ils connaissent ce qui, dans le monde des animaux, peut leur être utile. Un chasseur peut apprendre à utiliser l'animal, ses capacités de voler, de repérer un gibier et de le tuer. Les aigles ont des performances visuelles stupéfiantes. Ils ont des gouttelettes grossissantes devant les cellules à bâtonner. Donc c'est comme s'ils avaient des petites jumelles à l'intérieur des yeux. Ils voient beaucoup mieux que nous probablement. Ils vivent dans un monde d'images bien supérieur au nôtre. Dès le début de l'aventure humaine, les êtres humains ont été fascinés par les animaux et chaque animal était porteur d'un don particulier. Celui-là, avec son bec, il perce un trou. Celui-là, avec ses pattes, il court très vite. Celui-là, avec sa force, il soulève beaucoup. Celui-là, il pêche très bien. On admirait chez les animaux ce que
on allait transformer en outil plus tard. Le cormoran, de toute façon, il fait son boulot de cormoran. C'est-à-dire qu'il perçoit les poissons mieux que tout autre et il est capable de s'adapter au changement de milieu, de l'air à l'eau, instantanément dès qu'il touche l'eau. Son corps, ses ailes, son cristallin s'adaptent, il passe d'un milieu à l'autre sans transition. On a longtemps cru que les animaux étaient des êtres de nature et que par conséquent, nous, on était des êtres de culture. Et on se rend compte maintenant que probablement les animaux nous ont servi de modèle pour la chasse, pour la manière d'être ensemble, pour organiser la pêche et parfois même pour organiser un certain style de cueillette. Elle est difficile à trouver, elle se cache entre les racines des chênes et elle vaut des fortunes. La truffe noire, champignon souterrain, prisé pour son arôme et son parfum. Le cochon est le meilleur allié de l'homme pour la trouver. Et cela grâce aux capacités extraordinaires de son nez. Oui, hier aquí lo tengo. Aquí, là. Allez, cerco. La truffe dégage une odeur qui est une vapeur d'hormones. Et ces hormones sont les mêmes chez les cochons, les mouches, les chiens et les humains. C'est la même structure chimique. Donc ça veut dire que le cochon répond à une vapeur sexuelle. Et le cochon est attiré, et nous, on met des vapeurs sexuelles dans nos omelettes. Les animaux ont servi aussi à embellir la vie des hommes, non seulement à cause de leur forme étrange, de leur couleur souvent très belle, mais aussi à cause des récits qu'on a projetés sur eux et de la manière dont on les a fait parler. Chez les Tsatan, chaque famille a son renne sacré. Ce renne protège les hommes contre la maladie et le mauvais sort. Il veille sur la famille. Quand il meurt, son âme rejoint la montagne. Et avant d'en choisir un autre pour le remplacer, les Tsatan organisent une cérémonie afin que l'âme du renne s'en aille en paix. Quand on perd un animal, certaines cultures reconnaissent cette perte et font des rituels du deuil qui appartiennent au monde humain.
Et d'autres cultures comme la nôtre trouvent ridicule de faire un rituel du deuil. Le résultat, c'est que les gens souffrent en secret. Et ils font un travail du deuil raté. Donc ils développent des chagrins inexpliqués, ils développent des angoisses inexpliquées, inavouables, parce que dans d'autres cultures, on n'avoue pas ces choses-là. Et c'est un tort parce que beaucoup d'autres cultures ont compris que perdre un être d'attachement, même si c'est un animal, c'est un vrai chagrin. Les enfants, en perdant forcément un animal domestique un jour ou l'autre, inventent un rituel du deuil, qui est un rituel tout à fait respectable. On va faire un petit discours, on va faire une tombe. Et à ce moment-là, les enfants apprivoisent l'idée de la mort, puisqu'ils apprennent à se défendre contre la souffrance de la mort. L'avantage des animaux, c'est qu'ils nous ont permis d'inventer des légendes pour mieux comprendre le mystère du monde. Des légendes sur lesquelles on projetait nos fantasmes anxieux ou érotiques ou terrorisants. Et le loup a beaucoup servi à fabriquer du mythe parce qu'il est beau, il est étrange, il a des yeux phosphorescents. Il chante en chœur la nuit et ça déclenche en nous des impressions où la beauté côtoie l'angoisse. On a inventé des dragons, on a inventé des bêtes du Gévaudan, on a inventé des tas de monstres qui en fait parlaient de ce qui préoccupait notre société, c'est-à-dire le transport des maléfices, le transport des maladies, les pouvoirs occultes qu'on attribuait aux animaux. Les singes ont été divinisés dans certaines cultures et le sont encore aujourd'hui, alors que quand on a découvert les singes au XVIIe siècle en Occident, on en a fait des satires. On a pensé qu'ils étaient forcément lubriques, qu'ils courtisaient les femmes et même qu'ils les violaient. En fait, les animaux servent d'écran à nos projections fantasmatiques. On projette sur eux les fables qui parlent de notre monde humain. Quand on examine les peintures rupestres, c'est assez étonnant de voir à quel point les animaux loin de nous sont dessinés avec un réalisme pratiquement éthologique. L'art est probablement né de la nécessaire représentation de la mort. Certains ont éprouvé le besoin de peindre les animaux qu'ils allaient tuer sur les parois de certaines grottes. C'était probablement pour faire comme une sorte de cinéma. On peut imaginer que les hommes rentraient dans ces grottes avec des feux. Au flamboiement des torches, probablement les animaux devaient trembler un peu comme s'ils étaient vivants. Or, les animaux peints sont les animaux qui nous impressionnaient et non pas les animaux qui nous côtoyaient. Pas un homme, pas un chien. Tous les animaux familiers étaient trop proches de nous pour être représentés. Dans beaucoup de cultures, les animaux servent d'intermédiaires entre les dieux et les hommes. En Asie, les aigles servent souvent à transporter les âmes des hommes dans l'au-delà, comme le faisait Anubis, le dieu à tête de chien, dans la Haute-Égypte. Pour les Kazakhs, l'âme des morts est blottie sous l'aile de l'aigle et l'oiseau l'emporte vers les cieux. Il y a 30 000 ans, probablement, les hommes attribuaient une pensée et une âme à ces animaux. C'est ce qu'on voit encore aujourd'hui dans les cultures qui croient à la réincarnation sous une forme animale. Donc on leur prête une âme, puisque c'est peut-être ce qu'on sera demain ou ce qu'on a été hier. En revanche, la culture occidentale n'a pas eu cette réaction pendant très très longtemps. Ça a été pratique
de penser que les animaux n'étaient que des machines, de façon à réserver l'âme à l'homme exclusivement. À ce moment-là, on a pu en faire les élevages et les massacrer en masse. Ça n'avait aucune importance puisqu'ils n'avaient pas d'âme, c'était des machines biologiques. On sait aujourd'hui que les animaux ne sont ni des machines, ni des idoles, ni des êtres humains, et qu'il va bien falloir apprendre à les côtoyer d'une autre manière que celle qu'on a faite jusqu'à maintenant. Plus on découvre les mondes animaux, comment ils voient le monde, comment ils se le représentent, comment ils s'organisent pour vivre entre eux, plus on comprend qui est l'homme. La découverte des animaux va créer de nouveaux rapports avec eux. On ne pourra plus les massacrer ou les ignorer ou les utiliser comme on le faisait avant. Je pense que notre relation avec les animaux ne peut que changer au cours du 3e millénaire.